Notre invité ce matin, François Fillon, bonjour. Bonjour. François Fillon, comment avez-vous trouvé ce débat, vous qui étiez l'un des acteurs hier soir? Je suis mal placé pour juger. Oui, J'ai vous pouvez fait juger. le travail qu'on m'a demandé, je suis venu pour présenter mon projet aux Français. Oui. Voilà, les téléspectateurs feront leur jugement eux-mêmes. Oui, enfin, vous êtes intervenu à un moment donné du débat pour dire maintenant, ça suffit. Je trouve qu'il n'est pas possible d'organiser un débat entre des hommes et des femmes qui sont candidats à la présidence de la République en posant des questions absolument fondamentales à certains et pas à d'autres. Donc on veut évidemment savoir ce que pensent tous les candidats sur l'Europe. Et puis surtout, l'organisation de ce débat a encore une fois mis de côté des sujets qui sont des sujets quotidiens, des sujets de préoccupation. Oui. Par exemple, depuis le début de cette campagne, nous n'avons jamais réussi à débattre de la santé, qui est une des questions absolument fondamentales pour les Français. D'ailleurs, vous êtes intervenu, voilà. Alain Juppé est intervenu, plusieurs d'entre vous sont intervenus parce que vous aviez envie de parler de la santé, de parler de la ruralité, de parler de ces sujets-là, et pas de faire plaisir à des animateurs qui voulaient simplement organiser une baston entre les candidats. Vous aviez préparé votre intervention, là, tout à coup Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'ailleurs, je ne savais pas que ça allait que la dernière partie du débat serait une partie où les candidats devaient s'interpeller. Franchement, c'est pas le sujet. On est 7, on est dans la même famille politique, on est candidat à une élection présidentielle. On n'est pas là pour s'interpeller. Est-ce que vous craignez des fraudes électorales dimanche? Il y a toujours une inquiétude. Il y a toujours une inquiétude parce que... Vous êtes inquiet donc? Il y a toujours une inquiétude parce qu'il y a un passé, il y a un passif dans ce domaine. On a mis beaucoup de garanties pour éviter que ça se reproduise. Il y a une haute autorité qui a fait remarquablement bien son travail. Thierry Solaire anime le comité d'organisation de façon absolument irréprochable. Maintenant, je dis à travers vous et cette antenne, à ceux qui pourraient être tentés de frauder, que ce serait un désastre, un naufrage pour la droite française. Nous sommes sur le point de reprendre le pouvoir dans le pays et de gouverner la France. S'il y avait la moindre fraude à la primaire, cela nous disqualifierait. J'ai vu que vos équipes étaient très attentives. Vous avez même distribué un petit document rappelant comment on fraudait, surtout ne pas aller déjeuner entre 12h et 14h, attention aux mines de crayons sous les ongles, enfin bon, etc., etc. Ça nous a fait sourire un peu, mais enfin... Vous avez connu ça? J'ai connu ça quand j'étais jeune militant dans les années 80, où nous recevions une formation, parce qu'à l'époque c'était le Parti communiste qui fraudait beaucoup. Et donc vous avez pris des leçons. Voilà, je me souviens qu'en 81, lorsque j'ai été élu député pour la première fois à l'Assemblée nationale, je l'ai été de justesse parce qu'il y avait eu des fraudes dans certains bureaux de la banlieue mancelle. Si vous êtes éliminé dimanche, donnez-vous une consigne de vote? Oui, bien sûr, je donnerai une consigne de vote, mais ça ne se produira pas. Donc, non, mais voilà, mais donc vous soutiendrez publiquement l'un des deux qualifiés. Je pense que quand on est dans une, il y a aucun programme qui soit de nature, de mon point de vue, à sortir la France des difficultés dans les programmes de mes concurrents. C'est pour ça que je suis candidat. Donc je le ferai sans enthousiasme, mais je le ferai. Est-ce que la question de David Pujadas concernant Takieddine posée à Nicolas Sarkozy était légitime? Elle est légitime dans la mesure où c'est l'actualité. Vous auriez posé la question, vous, journaliste? Je sais pas, je suis pas journaliste. Non, je peux pas. Mais je trouve que la manière dont ça a été fait et le moment où cette question a été posée était comment dirais-je, inapproprié. Voilà. Vous auriez répondu comme Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas, parce que je suis pas Nicolas Sarkozy et je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette affaire. Alors est-ce que vous redites ce matin ce que vous disiez fin août? C'est peut-être le moment d'ailleurs où vous avez commencé votre remontée. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Oui, vous redites la même chose? Bien sûr, je le répète tous les soirs devant toutes les salles qui m'ont accueilli en France. Et à chaque fois, je reçois un accueil immédiat et spontané. Sur cette question-là? Bien sûr. Et je dis aux Français, vous savez, moi, j'ai fait le tour de France pendant 3 ans. Oui. Et il y a des centaines de Français qui m'ont dit ça. Et ils m'ont dit souvent avec une formule que j'ai retenue, quand on passe devant le radar, nous on paie. On a l'impression que là-haut, souvent, vous payez jamais. C'est-à-dire que, au fond, vous respectez pas les lois, vous êtes au-dessus des lois. Eh bien, ça, c'est insupportable. Si on veut rétablir l'autorité de l'État, il suffit pas de donner des coups de menton, faut aussi être irréprochable. Est-ce que vous voteriez pour quelqu'un qui est mis en examen ?
François Fillon, je pose une question, hein. J'ai besoin d'une réponse. C'est pour ne pas avoir à être dans cette situation que je veux gagner cette élection. Donc vous ne voteriez pas pour quelqu'un? Je ne répondrai pas à cette Mais question. Pourquoi? Parce que c'est clair. Si vous êtes dans votre logique, non, c'est pas clair du tout. Parce que ce que vous voulez me faire dire, vous voulez me faire faire un choix de deuxième tour d'une élection avant qu'elle ait lieu. Non. Moi, je vous dis que ce choix, ce sera de voter pour moi. Non, mais votre choix découle de ce que vous dites. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. De ce que vous dites, ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter. Il y a une chose qui est certaine, c'est voilà qu'avec... ce que vous dites. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec moi, si je suis président de la République, il n'y aura jamais de responsable politique, de ministre qui soit mis en examen. Mais vous pourriez voter pour quelqu'un mis en examen. J'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Bon, d'accord. Avant-hier, Nicolas Sarkozy, on va passer à Alain Juppé, ne vous inquiétez pas. Avant-hier, Nicolas Sarkozy disait « Je décidais des réformes que François Fillon mettait en œuvre. J'ai été élu, il avait moins de mérite, il a été nommé. » Alors, question, est-ce que Nicolas Sarkozy vous a empêché de réformer ? C'est plus compliqué que ça. D'abord, il y a une erreur dans l'analyse de Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre n'est pas seulement nommé. Il est le résultat de l'élection législative. Il est le chef de la majorité. Si le Premier ministre n'est pas soutenu par la majorité parlementaire, il n'existe pas. Donc c'est une déformation de la Constitution. Et j'ai souvent fait ce reproche à Nicolas Sarkozy d'interpréter la Constitution. C'est un peu le cas d'ailleurs avec François Hollande, considérant que le président de la République, parce qu'il est élu au suffrage universel, il est le seul maître à bord. C'est pas du tout la Constitution de notre 5e République. Il y a un Premier ministre qui mène l'action du gouvernement et il existe parce qu'il est soutenu par les parlementaires. Et si je suis resté 5 ans, c'est parce que j'ai été soutenu par les parlementaires pendant 5 ans. Après, sur le deuxième volet de votre question, c'est vrai que, et je l'ai redit hier soir dans le débat, il y a un contrat démocratique. Nicolas Sarkozy a été élu sur un programme. Moi, j'ai mis en œuvre le programme sur lequel Nicolas Sarkozy avait été élu, et c'est tout à mon honneur. Je considère d'ailleurs que vous avez accepté tout ce programme, bien à la sûr, fois les réussites et les échecs. Bien sûr, non seulement je l'accepte, je l'assume. Augmentation de la dette, augmentation du chômage. Bien sûr, l'augmentation de la dette. L'augmentation de la dette, parlons-en si vous voulez. L'augmentation de la dette, elle a eu lieu en Allemagne, elle a eu lieu en Angleterre parce qu'il y a eu une crise financière dans des conditions d'ailleurs plus élevées. La France était en faillite mais au début du quinquennat et la France est encore plus en faillite aujourd'hui. Vous m'écoutez pas, Monsieur Bourdin. Allez-y. En Allemagne et en Angleterre, au moment de la crise financière, il y a eu une envolée de la dette. La seule différence, c'est que les Allemands et les Anglais, une fois la crise financière passée, ils ont recommencé à faire des économies. Ce que moi j'ai fait en 2011. Je rappelle que le budget de l'État en 2011 a baissé en volume pour la première fois depuis quasiment 35 ans. Puis 2012 est arrivé et tout s'est arrêté et on est reparti. Vous avez aussi diminué les forces de police comme Nicolas Sarkozy. Je ne le regrette pas. Et je ne le regrette pas parce que la France est un pays qui ne peut plus continuer à payer 5,5 millions de fonctionnaires alors que nous n'en avons pas les moyens. Alors passons à Alain Juppé. Les fonctionnaires, 600 000 au début de... Mais c'est 500 000 maintenant. Oui. Bon, c'était dans les Échos septembre 2014. Je l'ai cherché. Hein. Bon, aujourd'hui, 500 000 fonctionnaires... supprimés en 5 ans, c'est bien cela. Oui. Vous dites, la solution, c'est de les faire travailler 39 heures. D'abord, il faut revenir sur des choses. Il y a 5,5 millions de fonctionnaires. Fonctionnaires d'emploi public, il faut dire emploi public. Emploi public. Il y a 5,5 millions d'emplois publics. Il y en a 1 million de plus depuis une vingtaine d'années. 1 million de plus. Bon. Donc il faut pas... Et c'est le record absolu de tous les grands pays développés. Donc on n'a pas le choix, quels que soient les gouvernements, il faudra réduire le nombre d'emplois publics. Moi, je propose de le faire en augmentant le temps de travail. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que d'une manière générale, notre pays ne se sortira d'affaire que s'il dépense un peu moins et que s'il travaille un peu plus. C'est d'ailleurs pas très compliqué de comprendre qu'un pays qui travaille moins que les autres et qui dépense plus que les autres peut pas s'en sortir. Si vous passez de 35 à 39 heures, dans beaucoup de collectivités locales, on est à 32, donc c'est pas 35 à 39, c'est 32 à 39. Grosso modo, vous pouvez progressivement supprimer 500 000 emplois. 500 000 emplois, donc 39 heures, payés combien ? C'est une négociation qu'il faudra avoir. L'idéal, l'objectif qui est le mien, c'est qu'on partage les gains.
C'est-à-dire que la moitié des gains que représente le passage à 39 heures reviennent à la collectivité nationale en baisse de dépenses publiques et que l'autre moitié viennent aux salariés. Comment faites-vous, François Fillon ? J'étais cette semaine, lundi, chez Smart en Lorraine, où a été signé un accord comme celui-là. Les salariés de Smart, pour maintenir l'entreprise Smart en France, ils vont travailler 39 heures, payer 37. Bon, c'est ce type d'accord, gagnant-gagnant, comme on dit dans le dialogue social. Donc 39 heures, payer 37 pour les fonctionnaires. C'est un objectif, je dis pas que c'est un objectif. Voilà, c'est un objectif. Et comment faites-vous avec les infirmières, par exemple ? Les infirmières, par exemple, si elles étaient pas passées... Les RTT sont sur un compte épargne-temps. Oui, faudrait mieux les payer. Faudrait mieux les payer 39 heures ou 38 heures ou 37 heures plutôt que de les mettre sur des RTT et des heures supplémentaires qui ne sont jamais payées. Vous savez comment ça fonctionne. Le système de l'hôpital pousse devant lui une masse d'heures supplémentaires qui sont incapables de payer. Personne ne peut nier que les 35 heures, c'est une des causes du malaise des infirmières. Quand on est passé à 35 heures, le nombre d'entrées à l'hôpital n'a pas diminué. Et donc on a demandé aux infirmières un effort de travail supplémentaire. Et qui travaillent déjà souvent plus de 35 heures, François Fillon. Oui, bien sûr, mais si on les payait, si elles étaient à 39 heures, avec une organisation du travail meilleure, et avec des perspectives de carrière et des augmentations de salaire, je pense que ça serait beaucoup plus efficace. Puis surtout, il faut à un moment donné poser la question dans le bon sens. Est-ce que nous avons les moyens de continuer à payer autant d'emplois publics ? Je réponds non. On voit avec ce qui se passe aux États-Unis que les taux d'intérêt vont augmenter. Si on veut vraiment être comme la Grèce, le Portugal et l'Italie, faut continuer. Je regardais votre programme de près et j'ai vu un point qui mérite, à mon avis, explication. Licenciement possible avec pour simple motif la réorganisation. C'est quoi? C'est un permis de licencier que vous offrez aux chefs d'entreprise? Je veux qu'on puisse recruter facilement et licencier facilement. Une entreprise qui se réorganise doit pouvoir réduire ses effectifs. Un chef d'entreprise qui dit à ses salariés « Je veux réorganiser l'entreprise, donc je vais me séparer de 10% de mes salariés ». Dans des conditions qui sont prévues par la loi, avec des indemnités qui doivent être fixées. La rigidité du marché du travail, parce qu'on peut pas, dans notre pays, licencier, on n'embauche pas. Voilà. On a deux exemples en face juste à nos portes qui sont l'Allemagne et la Grande-Bretagne, deux pays qui sont plein emploi. Enfin, nous on a un taux de chômage qui vient de repasser à 10%. Le taux de chômage en Grande-Bretagne, il est de 4,5 ou de 4,2%. Et on continue à s'arc-bouter sur des vieilles méthodes dont on sait qu'elles débouchent sur le chômage et sur le blocage de l'entrée des jeunes dans l'emploi. Est-ce que dans le domaine de l'environnement, on ne s'arc-boute pas non plus sur de vieilles recettes, cette énergie fossile, par exemple? Alors, si vous avez lu mon programme... Oui, j'ai lu votre programme et je vous ai écouté hier. Je propose, moi, de supprimer complètement, de manière progressive, mais avec un objectif de suppression complète de la production d'électricité d'énergie fossile. C'est-à-dire que je propose qu'on garde... Donc pas de gaz et pétrole de schiste, on est bien d'accord? J'ai jamais dit que je voulais ça, j'ai dit simplement que je ne voulais pas qu'on interdise aux chercheurs de chercher des technologies pour aller chercher ces... Où est-ce qu'on va les chercher? Non, la question c'est que François Fillon, parce que vous avez évolué là-dessus. Non, vous avez changé d'avis, non? J'ai un principe de base. Oui, alors allez-y. Un chercheur doit toujours pouvoir chercher. Et un État qui se mêle de limiter les possibilités de la recherche, quel que soit le domaine, c'est un État qui a perdu le sens commun. Vous ne dites pas non à l'énergie fossile. Je dis que les chercheurs doivent... On a interdit par la loi de chercher des technologies. Je ne comprends pas. Non. Parce que vous me dites pas d'énergie fossile et puis vous me dites qu'il faut chercher comment aller puiser du gaz et du pétrole de schiste dans notre sous-sol. Si dans mon programme, je décide qu'on va éliminer progressivement toutes les sources de production d'électricité à partir d'énergie fossile. Ça veut dire que nous n'irons pas chercher du gaz de schiste pour faire fonctionner nos centrales électriques. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de souhaiter que les chercheurs soient libres, quel que soit le domaine. Voilà. Bon, l'action EDF. Vous savez combien a perdu l'action EDF en un an? 31%. Est-ce que vous savez que cette société EDF est peut-être au bord de la faillite? Près de 30 milliards d'euros aujourd'hui de dette. EDF, c'est une société stratégique pour l'avenir de notre pays et quoi qu'il arrive, moi je la laisserai pas se détruire et s'abîmer. Ça veut dire qu'elle a certainement été mal gérée dans le passé, mais surtout, c'est l'État qui l'a mal gérée.
Parce que si EDF est dans cette situation, c'est parce que l'État a ponctionné depuis des années. C'est vous qui l'avez mal géré. Oui. Nous compris, ça dure depuis 30 ans. EDF a été une vache à lait pour les finances publiques. C'est un argument supplémentaire en faveur du projet que je défends, puisque moi je veux descendre la dépense publique. Vous, votre projet, c'est le tout nucléaire. Non, c'est pas le tout nucléaire, c'est pas du tout le tout nucléaire. On maintient la part d'énergie nucléaire actuelle, c'est-à-dire à peu près 75%, et tout le reste, on le transforme en énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que on peut pas raconter n'importe quoi. Si la priorité absolue, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, donc il faut pas émettre de gaz à effet de serre. Si on veut pas émettre de gaz à effet de serre, c'est le 3e pays le plus pollué d'Europe. C'est un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre, monsieur. 3e pays le plus pollué d'Europe. Ça dépend de quoi? Pollué par quoi? Pollué par quoi? Ben oui, non, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est parmi les meilleurs du monde. Grâce à quoi? Grâce au nucléaire. En tout cas, c'est pas le nucléaire qui coûte pollue de plus en plus cher. Non, et qui va coûter de plus en plus cher. Tous les rapports le disent. Non, mais ne vous faites pas l'interprète des associations écologistes. Coût du démantèlement. Mais tout ça, c'est 60 milliards. Tout ça est faux. L'électricité nucléaire est moins chère que l'électricité. Mais bien sûr, et elle continuera de l'être, parce que vous pensez qu'on fait pas de progrès, parce que vous pensez que la science n'existe pas, parce que vous pensez qu'il n'y a pas. Je pense que la science, c'est l'énergie renouvelable. Je pense qu'un jour, l'énergie renouvelable sera moins chère que le nucléaire. Je suis en face d'un militant écologiste. Mais pas du tout. J'ai beaucoup de sympathie. Moi, je vous explique une chose. Il y aura jamais d'énergie renouvelable qui seront capables de donner de l'électricité à notre pays tous les jours, 365 jours par an, jour et nuit. Il y a un moment où les éoliennes s'arrêtent. Il y a un moment où démantèlement des centrales nucléaires. On aura besoin de centrales nucléaires. Rénovation des centrales nucléaires. Bien sûr. Coût des UPR, des EPR, de cette. Ça nous donne l'électricité la moins chère en Europe. Aujourd'hui. Mais demain aussi. Voilà. Et qui va demain aussi. Qui augmente. Bon, enfin bon, on est en désaccord sur ce sujet. On est en désaccord sur ce sujet, évidemment, mais. Nous verrons ce que nous réserve. Évidemment, François Fillon, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui compte, pour vous et moi, c'est le prix de l'électricité parce que si EDF, ce qui compte aussi, c'est l'air qu'on respire et c'est le réchauffement climatique. Fait faillite, qui va payer? EDF fera pas faillite. Voilà. Mais qui va payer? EDF ne fera pas faillite. Vous l'avez dit. On en est très loin. EDF fera pas faillite. EDF est une entreprise qui est stratégique pour notre pays et qui en plus est une entreprise de très grande qualité. Il suffit simplement qu'on ne la ponctionne pas comme on l'a fait par le passé. Un mot et des précisions sur le mariage homosexuel. Donc vous réécrivez la loi. On est bien d'accord sur la filiation. Sur la filiation pour interdire l'adoption par un couple homosexuel. Non, pas du tout. Je veux pas du tout. Je veux qu'on écrive dans la loi un principe qui d'ailleurs est une évidence, c'est qu'un enfant a toujours un père et une mère, ou plutôt qu'il est toujours le fruit d'un homme et d'une femme. Ce qui veut dire qu'un enfant a toujours une filiation, quelle que soit sa situation, qu'il soit adopté, qu'il soit pas adopté. Et après, j'en tire des conséquences. La première conséquence que j'en tire, c'est que les couples homosexuels pourront toujours adopter, mais dans le cas de ce qu'on appelle une adoption simple. C'est-à-dire que la filiation des deux parents homosexuels ne se substitue pas à la vraie filiation, à la filiation réelle. La deuxième chose, c'est que ça me conduit à être extrêmement ferme sur la PMA, sur la procréation médicale assistée, que je considère qu'il doit être réservé aux couples hétérosexuels uniquement pour des raisons médicales. Et enfin, ça me conduit à interdire la GPA. Mais ça n'interdit pas, ça ne change pas le mariage, c'est-à-dire que ça ne remet pas en cause le mariage, et ça n'empêche pas l'adoption par les couples homosexuels. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que dans la plupart des grands pays aujourd'hui, on considère que les enfants un enfant a le droit de connaître sa filiation. Ce qui n'existe pas chez nous. Puisque chez nous, on peut, avec la loi Taubira, mais aussi avec les législations passées, avoir un enfant auquel on explique que sa filiation, c'est deux pères ou deux mères, ce qui n'existe pas. François Fillon, le 15 janvier dernier, vous étiez avec moi, ici même, et vous m'avez dit que vous arrêteriez la politique si vous perdiez la primaire. Est-ce que vous dites la même chose? Je dis la même chose. J'ai toujours dit que je n'étais candidat à aucune autre fonction. Une autre fonction. Aucune autre fonction dans la République que celle que je brigue. Voilà, aucune autre. Merci François Fillon. Il est 8h55, RMC, BFM TV.